Mettre en place un nouveau pacte financier mondial pour soutenir les pays du Sud et les pays pauvres face au changement climatique, c'est l'objectif du sommet qui se tiendra jeudi et vendredi à Paris à l'initiative d'Emmanuel Macron. Plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus. Il y aura aussi les patrons des grandes institutions internationales, Banque mondiale, FMI, ONU. Il y aura aussi la société civile, des organisations non gouvernementales, des philanthropes et même le secteur privé. Avec nous pour en parler, Fatindi Hassan, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes la directrice pour l'Afrique d'Oxfam International. On le rappelle, confédération d'une vingtaine d'organisations caritatives indépendantes qui luttent contre les inégalités, les injustices et la pauvreté. Désiré Assogbavi, bienvenue également. Vous êtes directeur de One pour l'Afrique francophone. One, c'est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030. Avec nous également Fanny Petitbon, bienvenue, responsable plaidoyer à CARE, Association humanitaire de solidarité internationale. Fatindi Hassan, on commence avec vous. Qu'attendez-vous de ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial ? Bonjour Mohamed, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors nous, ce qu'on attend de voir, c'est si ce sommet pourra créer un élan pour adresser deux problèmes. Le problème, c'est un problème très immédiat de la crise de la dette. Et le deuxième, c'est un problème beaucoup plus profond, on va dire systémique, d'injustice et d'inégalité dans le système financier international. Alors on va voir justement comment le réformer. Juste sur la question de la dette, pour qu'on soit bien clair, vous dites quoi? Il faut l'annuler ? Il faut créer les conditions pour avoir des discussions avec toutes les parties prenantes, pour la restructurer d'une manière très transparente avec tous les créanciers, pour, dans certains cas également, l'annuler, évidemment. Oui. Et cette dette, c'est intéressant cette question. Désiré Assogbavi, je me tourne vers vous, parce que certains gouvernements, notamment en Afrique, mais pas seulement, en Asie, en Amérique latine, sont obligés de faire des choix, de prioriser changement climatique, éducation, santé, ou alors rembourser. Oui, tout à fait. Alors qu'il faut absolument résoudre tous ces problèmes en un moment parce que les problèmes sont interliés. Et donc, les Africains attendent que du concret sorte de Paris. Il ne faut pas se réunir pour se réunir. Il faut absolument faire des pas concrets vers la réalisation des promesses. Et des promesses, il y en a eu. Et il y en a eu déjà des promesses. Mais vous, s'il y a une mesure et une promesse que vous voudriez voir concrétisée, quelle serait-elle ? Et pour nous, l'un des plus importants, c'est la promesse par rapport à la redistribution de 100 milliards de dollars des droits de tirage spéciaux qui avait été émis par le FMI en réponse à la pandémie. Et depuis 2 ans, des discussions tournent autour de la même promesse qui n'ont pas été réalisées jusqu'à présent. Alors nous disons qu'à Paris, il faut absolument marquer des pas par rapport à cela. Simple, les tirages spéciaux, en quoi ça consiste? Oui, c'est des actifs qui sont décidés pour se mettre à la disposition des pays qui sont étranglés du fait de la multiplicité des crises. Donc ça permettra aux pays d'avoir quand même un souffle budgétaire et de pouvoir continuer leur processus de développement. Et donc le FMI avait décidé d'émettre environ 650 millions de dollars. Et de ces 650 millions, l'Afrique n'a reçu que 33, des 650 milliards, pardon, l'Afrique n'a reçu que 33 milliards de dollars. Alors certains pays ont jugé bon, et c'est ce qui est positif d'ailleurs, d'allouer une partie de leur part au continent africain. Et donc les promesses ont été d'environ 100 milliards de dollars, mais elles n'ont pas été concrétisées jusqu'à présent. Donc il ne faut pas qu'on sorte de Paris sans des mesures concrètes pour les réaliser. Ouais. Fanny Petitbon, se pose la question, Fatindi Hassan le disait, de la réforme des institutions qui date, on le rappelle, de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre mondiale, de Bretton Woods. Ça veut dire quoi réformer? Comment on va réformer le FMI, la Banque mondiale? On parle des banques multilatérales de solidarité aussi. Vous, qu'est-ce que vous prenez dans votre ONG? En fait, ça veut dire revoir de fond en comble notamment la gouvernance de ces institutions. Parce qu'en fait, ce sont des pays riches qui se retrouvent autour de la table pour discuter de l'ensemble des problématiques de la planète sans que les pays les plus touchés par l'ensemble des crises, que ce soit de surendettement, de changement climatique, alors même que ces pays et ces populations n'en sont pas responsables, elles n'ont pas voix au chapitre. Donc déjà, intégrer, en fait, revoir, avoir un espace démocratique dans ces institutions. Ensuite, ça veut dire aussi s'assurer que les contrats
de prêt intègrent des clauses qui vont suspendre le paiement des dettes quand les pays sont touchés par le changement climatique. Ça, normalement, ça devrait être l'un des livrables du sommet. Nous, ça ne nous suffit pas. En fait, il faut qu'il y ait une annulation des dettes, qu'elles soient liées au changement climatique ou d'ailleurs qu'elles soient liées à la question des pandémies. Donc ça, c'est très important. Et puis surtout, il va aller chercher l'argent là où il est. Et pour Caire, la mesure phare qu'on attend de ce sommet, c'est notamment que les pays s'engagent à aller taxer les super pollueurs responsables de la crise climatique et en particulier l'industrie des énergies fossiles. Ouais, c'est ça. Juste une petite question avant de vous montrer notre reportage sur la Côte d'Ivoire, Fatima Ndiassane, c'est qu'on a le sentiment parfois que c'est la double peine pour les pays du Sud, même s'il ne faut pas essentialiser, parce qu'il y a des pays aussi du Sud qui ont beaucoup de richesses, notamment le pétrole, mais qui le gèrent mal. Mais tout de même, on a le sentiment qu'il y a à la fois la question de la dette, mais aussi le fait que ces pays du Sud sont devenus, en quelque sorte, pour être un peu direct, la poubelle des pays riches. Alors effectivement, on parle de dette climatique dans le sens où les pays du Nord se sont engagés à verser 100 milliards de dollars par an aux pays du monde majoritaire. Cette dette n'a pas été honorée. Mais au-delà de ça, ce qu'on constate, c'est que les pays du Nord ont créé de la richesse, ont créé de la valeur en détruisant la planète. Et les conséquences de la crise climatique, elles sont plus ressenties au niveau des pays du monde majoritaire, en particulier en Afrique. Donc pour nous, il y a un vrai problème ici. Qui est aussi lié à la réforme des institutions financières ou du système de l'architecture financière internationale, qui est l'éléphant dans la chambre, l'éléphant dans la salle, c'est la question des flux financiers illicites. Où les multinationales qui opèrent dans les pays du monde majoritaire et en Afrique en particulier arrivent par des jeux d'écriture à échapper aux systèmes fiscaux internationaux, ce qui les prive d'une très grande partie des ressources qui seraient nécessaires pour non seulement lutter contre le changement climatique, mais aussi financer le développement. Donc nous espérons que lors de ce sommet, il y aura des discussions autour d'une convention des Nations Unies sur le système fiscal qui sont aujourd'hui discutées, c'est des sujets qui sont aujourd'hui discutés au sein de l'OCDE, donc sans l'Afrique, cette discussion-là doit être transférée sous l'égide des Nations Unies. Le système fiscal, mais pas seulement, puisque certaines voix demandent depuis des années, on le sait, une taxation sur les flux financiers. Je vais vous poser la question dans quelques instants, mais d'abord, puisque souvent beaucoup veulent du concret, on va prendre la direction de la Côte d'Ivoire avec le premier volet de notre série de reportages intitulé « Climat, mon combat ». Le pays a perdu 90% de sa forêt en l'espace de 60 ans, c'est gigantesque. Et pour protéger ce poumon vert, la société civile ivoirienne s'organise pour aider les autorités à surveiller la forêt et, s'il le faut, à reboiser. Reportage. La réserve de Mabiaya, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, plus de 60 000 hectares de forêt. Mais même du ciel, on y voit les attaques de l'homme. Ici, sur 2 hectares, tout le sous-bois a été détruit. Du cacao devait y être planté, une monoculture qui appauvrit les sols et affaiblit la biodiversité. Ici, on voit une destruction d'un gros bois avec le feu. Ces hommes connaissent cette forêt par cœur et la parcourent inlassablement pour traquer les activités humaines. Les nouveaux défrichements, les plantations, les champs de cacao en production, nous observons et puis nous alertons. Prévenus, les autorités ont ainsi pu arrêter 6 personnes dans cette zone. Depuis que la forêt de Mabiaya a été élevée au rang de réserve, il y a 4 ans, plus personne n'a le droit d'y entrer. Une protection indispensable, mais qu'il faut continuer d'expliquer aux villages avoisinants. Si quelqu'un va dans cette forêt pour chercher sa pitance et qu'on lui ôte, mais il faut lui trouver un emploi. On n'a pas cet emploi. Et ça peut provoquer d'autres situations dégradables, qui est comme l'orpaillage. Un orpaillage illégal que ces observateurs surveillent également. Ici, en périphérie de la réserve, quelques dizaines de jeunes hommes, certains probablement mineurs, creusent la terre à la recherche d'or. Vous voyez les souches de bois, ce sont les bois qu'ils ont tués et puis bon, ils ont creusé jusqu'à la racine. Si je les déguerpis, 2 jours après ils reviennent. Quand tu leur poses la question, ils disent qu'ils n'ont plus autre activité que ça. Donc ils sont obligés de le faire, que ça soit dû ou pas. Lui collectait auparavant l'argent des orpailleurs pour son village. C'est vrai qu'on encaisse, c'est rentable, mais est-ce qu'à la longue, toutes ces forêts, tous ces maraîchers ne vont pas disparaître? On dit non, c'est pas normal, il faut qu'on arrête. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lutter. C'est le but de cette association, faire travailler ensemble les communautés et les autorités. Pour nous, l'idée,
c'est l'implication des communautés dans la gestion durable des ressources forestières. C'est une complémentarité. C'est ensemble qu'on peut véritablement aboutir à de bons résultats. Donc il y avait vraiment un vide. Et très souvent, on le dit, pour pouvoir réussir une bonne gouvernance, il faut impliquer tout le monde. Il faut l'inclusion de tous. Mais surveiller la forêt n'est pas suffisant. Face aux millions d'hectares perdus, l'association ivoirienne s'emploie aussi à reboiser. C'est un peu de la réparation que nous faisons. On demande aux gens de faire attention. En fait, même si on doit couper, ça doit faire de façon durable. Il faut pouvoir restaurer notre couvert forestier. On n'est plus pays producteur, on n'est plus pays forestier à cette allure-là. Donc, il faut pouvoir faire la restauration, il faut pouvoir planter du bois. Un reboisement que l'association va suivre sur 3 ans pour être certain que les plants grandissent. Un reportage de notre correspondante en Côte d'Ivoire, Christelle Pire-Désiré Assogbavi, se pose la question de l'emploi, notamment la transition écologique. Elle peut aussi détruire des emplois. On voit parfois qu'il faut aussi accompagner ce changement. Tout à fait. Et parlant justement de l'emploi, vous savez, en Afrique, il y a environ 15 millions de jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi chaque année, alors que seulement environ 3 millions d'emplois formels sont créés. Alors, tous ces millions de jeunes qui n'ont rien à faire, ils sont là, et ils sont vulnérables. Et donc, cela affecte beaucoup de projets de développement. Donc, également, pour créer de l'emploi, il faut des fonds, il faut du financement. Et c'est pour cela que nous sommes là. Alors, faut-il, oui ou non, taxer les multinationales? Je me tourne vers vous, Fanny Petitbon. Emmanuel Macron n'a pas toujours été forcément pour. Est-ce que vous en savez plus sur la position du président français qui organise ce sommet? Il y a eu la proposition de Pierre Larouturou. C'était déjà un pourcentage assez faible. Emmanuel Macron voulait encore moins. C'est infinitésimal pour les multinationales. Quelle est votre position? Nous, pour ce sommet, notre priorité, c'est un sommet qui va porter les enjeux de l'action climatique et notamment des financements innovants pour répondre à l'action climatique. Donc, pour nous, la priorité pour la France, ça doit être d'aller chercher l'argent là où il est. Et donc l'argent, il est auprès des individus, des entreprises qui polluent le plus la planète, qui s'enrichissent sur le dos des populations les plus vulnérables. Donc il y a notamment les industries fossiles, il y a les individus les plus fortunés, milliardaires, millionnaires. Il y a aussi les secteurs aériens et maritimes dont les émissions ne sont pas réglementées. Et donc pour l'instant, on n'a pas vu vraiment d'inflexion de la part du chef de l'État là-dessus. Maintenant, il y a eu une émulation très forte dans la préparation du sommet, notamment parce qu'il y a eu un groupe de travail qui s'est penché sur, en gros, où est-ce qu'on peut trouver l'argent en dehors de financement public. Et attention, il ne faut pas que les gouvernements se dédouanent de leurs responsabilités. Il faut quand même qu'ils aillent chercher de l'argent pour aider les pays du Sud à faire face aux impacts. Nous, notre réponse, elle est très claire. Il faut aller taxer l'industrie des énergies fossiles. Un chiffre qui est très flagrant. Sur les 20 dernières années, l'industrie des énergies fossiles a engrangé suffisamment de profits pour couvrir 60 fois les coûts subis par les 55 pays les plus vulnérables au changement climatique. Ouais. Donc il y a vraiment une indécence totale entre cette peine, cette injustice climatique qui est subie par des populations des pays qui en sont le moins responsables, et puis l'impunité, finalement, de ces entreprises qui continuent d'exploiter les ressources fossiles, qui continuent d'être allègrement arrosées de subventions publiques. C'est aussi important de le dire. Ça, pour l'instant, c'est pas à l'agenda du sommet, mais on va bien faire entendre nos voix pour que ça le soit. Il vous reste encore 48 heures pour essayer d'imposer cette question. Au niveau mondial, Fatou Ndiaye Assane, une telle taxe, ça représenterait, selon les chiffres, entre 156 et 260 milliards d'euros par an, jusqu'à 405 milliards d'euros par an. Des chiffres colossaux, on imagine, qui font rêver. Il faut rêver, effectivement, et il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on a un gap en ce qui concerne le financement nécessaire au développement qui est de 200 milliards de dollars par an. Donc, éventuellement, si on arrive à obtenir ce genre de financement, si on arrive à être dans les 200 milliards de dollars par an, on sera vraiment sur des montants qui vont permettre aux pays africains, aux pays du Sud d'une manière générale, de financer leur développement. Alors soyons honnêtes, restons avec vous, Fatou Ndiaye Assane. Loin de moi l'idée de vouloir faire de la politique politicienne, mais tout de même, on va voir à Paris le Brésil de Lula, l'Afrique du Sud de Cyril Ramaphosa, qui semble s'être rangé d'un point de vue du multilatéralisme sur la Russie de Vladimir Poutine, même si tout n'est pas si simple que ça non plus. On voit qu'il y a quand même un rééquilibrage avec aussi ce qu'on appelle les BRICS. Est-ce que cette recomposition de l'échiquier international, elle risque pas de peser sur ces questions justement urgentes de l'aide aux pays du Sud face au changement climatique ?
C'est une bonne question et il y en a une autre qui est liée à ça, c'est est-ce que ce sommet va permettre de restaurer la confiance entre les pays du Nord, les partenaires traditionnels des pays du Sud et de l'Afrique en particulier? Est-ce que ce sera l'occasion de restaurer la confiance? Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre les populations africaines et les pays du Nord minoritaires, donc, qui est due cette crise de confiance à de nombreux engagements qui n'ont pas été respectés. On peut retourner dans les années 70 où les membres du G20 ont accepté de consacrer 0,7% de leur revenu national brut au développement. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Il y a un manque à gagner aujourd'hui entre 4500 et 6500 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, on nous parle effectivement de la dette des pays africains. Il est temps aussi de parler de la dette du Nord envers les pays majoritaires. Juste quand même une question à tous les trois. On va faire un petit tour de table. On commence par vous, Désiré Assogbavi. 9% de la population mondiale, 9% vit aujourd'hui dans l'extrême pauvreté. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais c'était 34% en 1988, alors même que la population elle a augmenté de 2,5 milliards. Donc en fait, beaucoup vilipendent le système financier international. Mais que répondez-vous à ceux qui disent au fond que l'humanité n'a jamais connu un tel progrès? Bon, je crois que les choses ont évolué dans le bon sens, mais il faut quand même remarquer que quand vous multipliez le pourcentage que nous avons par rapport au nombre de populations que nous avons, c'est quand même un très grand nombre de gens qui vivent sous cette pauvreté extrême. Et cela, c'est complètement inacceptable. Le fait, c'est qu'il existe des ressources. Il faut juste équilibrer, il faut juste tuer un peu l'inégalité pour que chacun puisse avoir une vie plus digne. D'ailleurs, là, je citais ces chiffres, mais Fanny Petitbon, il y a aussi, pour le coup, en revanche, dans les pays du Sud, dits en voie de développement, des communautés qui vivaient aussi de matières premières et qui aujourd'hui ne peuvent plus le faire aussi à cause de ce dérèglement climatique. Oui, bien sûr, il y a une raréfaction énorme des ressources, que ce soit l'accès à l'eau, que ce soit l'accès au bois. Et donc ça entraîne en fait petit à petit une paupérisation, un affaiblissement, notamment en termes d'accès aux moyens de subsistance des populations. Donc ça veut dire que les populations doivent se déplacer, doivent parfois choisir dans la famille qui va manger ou ne pas manger ce soir, qui va aller à l'école ou pas. Et souvent, ça va être les filles qui vont être déscolarisées en premier quand il faut aider dans la famille. Elles vont être d'ailleurs plus exposées au risque de violences basées sur le genre parce qu'il faut plus de temps, parfois à la nuit tombée, pour aller chercher ces ressources. Donc en fait, ces impacts-là ont des répercussions sociales immenses sur les populations. Juste en une petite minute, pardonnez-moi, Fatou Ndiaye Assane, puisque vous avez évoqué effectivement les déplacements de population, alors qu'il y a entre guillemets cette crise migratoire qui dure. On a vu ce drame terrible au large de la Grèce avec sans doute des centaines de morts. Est-ce que vous direz qu'il y a une hypocrisie justement à ne pas assumer les promesses de la part des pays du Nord et ensuite parfois à utiliser chez certains, à brandir comme une menace les flux migratoires? Écoutez, moi, en ce qui concerne la crise migratoire, ce que vous appelez la crise migratoire, j'aimerais apporter un petit bémol, parce que concernant les populations africaines, il faut savoir que les migrations se font d'abord à l'intérieur du continent africain et d'une manière générale, ça ne pose pas de problème. Au contraire, les pays africains sont en train de voir comment faciliter le mouvement des personnes, des biens, des capitaux, etc. Après, concernant les flux migratoires qui tentent de rejoindre l'Europe, ces jeunes qui sont sur les bateaux, ils fuient quand même des situations de manque d'espoir dans leur propre pays. Et ce manque d'espoir, c'est dû aussi au fait que les États n'ont pas la capacité de financer le développement. Donc vous voyez, tout est lié. Je pense que si on arrivait à freiner les flux financiers illicites, à collecter ces flux financiers au niveau du fisc national de ces pays, on avancera. Automatiquement, une réduction de tes flux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fatou Ndiaye Assane, Désiré Assogbavi et Fanny Petitbon. Merci beaucoup. Et donc 22 et 23, jeudi et vendredi, sommet à Paris pour tenter d'avancer sur ces questions.